Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au monde de l'image, avec un format un petit peu particulier aujourd'hui, puisque je vais vous faire rentrer un petit peu dans l'intimité du travail d'un photographe professionnel. J'ai fait appel à mon ami Arnaud Frisch. Alors si vous ne connaissez pas Arnaud, je vous mets bien sûr les liens en description de tous ces sites internet. C'est un garçon qui gagne à être connu. D'ailleurs, je suis certain que nombre d'entre vous sont déjà allés se renseigner à propos, par exemple, de la gestion des couleurs, puisque c'est vraiment un des premiers en France qui s'est intéressé à cette question-là, avec la calibration des écrans, mais pas que, la calibration des appareils, des ordinateurs, bref, tout ce qui touche au monde de la couleur, et pourquoi, lorsque l'on imprime une image, elle n'est pas tout à fait correspondante à ce que l'on peut voir sur son écran, ça c'est le monde d'Arnaud, mais il y a aussi beaucoup d'autres cordes à son arc, puisque c'est un photographe qui dédie un petit peu son métier autour des thèmes de l'architecture, de l'astronomie. Il a fait aussi beaucoup de reportages pour de grands palaces, des hôtels. Bref, il a tout un tas de choses merveilleuses à vous montrer, donc je vous incite vivement à aller voir tout ça. Et il édite aussi des guides. Alors il a été aussi recordman du monde de la photo à très haute définition. En 2010, il a fait une photo avec 26 gigapixels, donc vous imaginez bien le nombre d'images qu'il a fallu assembler. C'était le record du monde en 2010. Et depuis, il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Et enfin, vous le connaissez aussi pour ses assemblages photos à travers différents modes panoramiques, comment trouver un point nodal, qu'est-ce que c'est qu'un DPI, bref, il y a plein de guides très intéressants que vous allez trouver une fois de plus dans la description en dessous. Voilà. Ceci étant dit, Arnaud m'appelle, c'est un ami de longue date, puisqu'il y a plus d'une vingtaine d'années, nous partagions le même lieu d'habitation à Clermont-Ferrand, et on a évolué au travers de nos nombreuses passions. Vous allez voir que vous pourrez aussi nous retrouver sur un vélo, vous pouvez aussi nous retrouver autour de la reproduction sonore, parce que c'est quelque chose qui nous passionne. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. En attendant, là, il m'appelle et il me dit « Serge, j'ai vraiment trouvé un appareil incroyable ». Alors je savais que Arnaud avait déjà toute une gamme de matériel chez Leica formidable, et là il me dit « Non, c'est encore mieux ». J'y crois pas, je suis tombé sur les fesses lorsque j'ai regardé ça sur l'ordinateur, sur le grand écran. Eh bien, c'est cet apprentissage, parce que ce nouveau matériel, le Fuji GFX 102, pour ne pas le nommer, eh bien, ce nouveau matériel, il faut se l'accaparer, il faut aussi savoir utiliser un objectif à décentrement, par exemple. Eh bien, c'est toute cette progression dans cette découverte de ce nouveau matériel que l'on va partager un petit peu avec Arnaud. Et je le remercie vivement de nous faire partager tout cela, c'est génial, j'espère que ça vous plaira. Alors c'est pas une analyse technique, si le besoin se fait sentir, si vous avez envie qu'on pousse un petit peu plus loin les investigations sur ce matériel, pourquoi pas, mais là c'est vraiment je dirais les premières images, notre ressenti, notre choc visuel lorsqu'on a vu un petit peu ces fichiers apparaître sur nos écrans. Je vous montre tout ça. Alors aujourd'hui, on a une chance inouïe. On partage une séance de travail avec mon copain Arnaud Frisch et son nouveau boîtier, le Fuji GFX 102, à 100 millions de pixels, et avec le 500 mm très léger, très compact pour un moyen format, c'est assez étonnant. On est en pleine séance de travail sur des prises de vue très particulières. On vous montrera ça un petit peu tout à l'heure. Je change légèrement ma mise au point, parce que hyper intéressant et surprenant avec ce boîtier, ça a beau avoir 100 millions de pixels, et en fait la profondeur, la gestion de la profondeur de champ est plus facile que je ne croyais, même qu'en 24-36, avec des pixels tout petits, parce qu'elle est extrêmement progressive. Et donc là, je joue un petit peu avec ma profondeur de champ en jouant sur mon diaphragme, tout en essayant de trouver le bon compromis qualité et profondeur de champ. Mais à ma grande surprise, c'est extrêmement progressif et du coup très beau. Les flous deviennent de plus en plus arrivent progressivement. Et regardez, on voit bien que c'est net. Et regardez le flou qui arrive progressivement. Et je vais zoomer dans l'image. Vous voyez, la séparation des plans, elle est super belle. Ah, et puis on a un contrôle parfait là avec. Et regardez là, j'ai fait la mise au point sur l'œil et sur le bout du nez. Et ben regardez, l'autre œil commence déjà à partir, mais doucement. Il n'y a pas le côté on/off
de certaines optiques très ouvertes. Ouais, d'accord. Et qui des fois je trouve désagréables. Là c'est super beau. Mais vous verrez les fichiers. Alors, vous voyez, l'enthousiasme d'Arnaud, ça fait plaisir à voir. Alors tu dis que tu fais plus de photos. 50 ans, bien comme il faut. J'ai l'impression de refaire de la photo, de redécouvrir la photo. Un vrai gamin. Ah ouais, c'est tellement beau. Oui, et puis alors tu viens pas de rien, quoi. Je veux dire, t'as quand même eu de sacrés boîtiers auparavant. Juste avant, j'étais chez Leica avec des optiques à peau sublimissimes. Mais là. Ouais, on est vraiment dans un autre monde. Pour moi, c'est encore le cran, mais vraiment au-dessus. C'est pas un peu mieux, c'est nettement mieux au niveau des couleurs, de la matière, la matière des choses. Là, je suis en train de photographier une sculpture en bois. Vous verrez sur la photo, non seulement on voit beaucoup de subtilité dans les couleurs peintes par l'artiste, mais dans les matières, on distingue vraiment quel type de peinture a été utilisé, s'il y a du grain, s'il n'y a pas de grain, si c'est du bois, si c'est du bois lisse, si c'est du bois granuleux. La matière est présente, et c'est ça que j'apprécie dans le moyen format, encore plus que sur l'ancien Leica, malgré les optiques à peau que j'avais. D'accord. Et alors, est-ce que c'est compliqué à utiliser? Mais non, c'est ça. C'est surprenant. Comme je te disais tout à l'heure, pendant qu'on buvait un petit café, j'ai l'impression de réussir toutes mes photos. C'est surprenant. Là, par exemple, j'ai un ami hier qui a testé un petit appareil photo qui vient de sortir. On regardait les photos, plein de photos n'étaient pas nettes où on veut. Là, j'ai l'impression que la gestion de la profondeur de champ est tellement simple, j'ai l'impression de réussir toutes mes photos. Les couleurs sont belles, les matières sont là, la profondeur de champ, elle est... Et puis alors là, avec ce viseur, tu viens de regarder. Ouais, c'est ça. Il est tellement précis. Ouais. Alors c'est assez étonnant. Je viens de mettre un petit œil dans le viseur en utilisant la loupe, et on arrive, vous voyez, à 7 mètres de distance, là, on arrive à voir les coups de ciseaux à bois. Je vous montre ça à l'écran, bien sûr, avec l'image produite. C'est d'une beauté sans nom. Hein. Il a deux avantages. Non seulement il y a 9 millions de pixels, donc ça, évidemment, ça offre un confort. On n'a pas du tout dans les pixels, on voit pratiquement plus les pixels. Et en plus, la loupe, qui est vraiment relativement puissante, et le grossissement de l'image. La plupart du temps, on est à 0,80 fois. Là, on est à 1 fois. C'est vraiment un viseur très très grand. On a l'impression d'être à un hublot et pas le petit trou de serrure. Donc on a une très grande... Et quand on utilise la loupe, on peut faire la mise au point exactement où on veut. On est super précis. Voilà. Ah, ça donne envie, hein. Ça donne envie, Arnaud. Hein. C'est fantastique, fantastique. Ouais. C'est un vrai... Alors là aussi, ce que je pourrais dire à ta communauté, c'est que là, je viens d'aller faire une grotte. C'était la première fois que je travaillais en commande avec ce boîtier. Je rentre à la maison, bingo, tout est bon. La profondeur de champ, elle est nickel comme je voulais, c'est net, il n'y a pas de photos floues, j'ai utilisé l'obturateur électronique pour éviter les flous de bouger. Eh bien, je rentre à la maison, ça veut dire que ça, c'est un boîtier qui non seulement permet à des amateurs de se régaler, mais aussi à des pros, c'est une assurance. Ouais. Ça dépasse. Moi, j'avais quelquefois des déchets avec l'ancien boîtier, notamment à cause de la profondeur de champ. Là, j'ai livré 26 photos, les 26 sont bonnes. Il n'y a pas de déchets. Et c'est ça, peut-être la plus grosse surprise, ce à quoi je ne m'attendais pas en l'achetant. D'accord. Donc là, on va aller prendre le chapiteau qui est tout là-haut, là. Donc, il est quand même vraiment loin. J'ai envie de me reculer avec le 500. Et avec le 500, il faut reculer. C'est dingue. Ah, ça ouvre des perspectives incroyables, ce 500 mm. Hein. Voilà. Ce petit bout de machin derrière le tout. Détail, là, c'est... Ah oui, on voit le grain de la pierre. Hein, t'es dessus, alors que là, on est à 15-20 mètres. Donc là, on est passé sur le 30 mm à décentrement. Alors, c'est assez imposant comme objectif, impressionnant, je dirais même. Mais ça permet vraiment des choses surprenantes. Donc là, Arnaud, tu es en train de faire quoi? Alors, tu vas nous... Là, je vais te montrer l'importance sur un objectif à décentrement qui est toujours aussi à bascule, qui permet de gérer la profondeur de champ. D'accord. Avec la fameuse loi de Schemplung. D'accord. Le fameux changement de perspective selon l'inclinaison qu'on peut faire du groupe avant de l'objectif. D'accord. Dans une chambre, on peut jouer sur l'arrière et l'avant. Dans des objectifs comme celui-ci, on peut jouer que sur l'avant. D'accord. Et donc là, on va jouer sur la profondeur de champ, de l'alignement des chaises jusqu'à là-bas. Donc sur un objectif à décentrement, on a 2 mouvements possibles. On a le premier mouvement, le plus classique, qui est le redressement des perspectives, qui ici se fait avec cette bague-là. Et regardez, là on le voit. Alors c'est pas ce que je cherche à faire ici, mais on voit bien que l'objectif
se décale parallèlement à l'avant de l'objectif. D'accord. Parallèlement à l'avant de l'objectif. Et c'est ça qui fait que quand on fait une photo verticalement, c'est pas ce que je cherche à montrer là tout de suite, on met son appareil photo verticalement par rapport à l'objet qu'on photographie, les colonnes, et comme l'appareil photo va coulisser vers le haut et vers le bas, l'objectif pointe toujours les colonnes parfaitement à la verticale. Il n'y a pas d'effet de contre-plongée parce que je redresse mon objectif vers le haut. Je reste bien parallèle à mon sujet. Et en fait, c'est mon appareil qui coulisse vers le haut, vers le bas, et qui va du coup changer le point de vue. Les colonnes restent parfaitement verticales, mais en jouant sur le coulissement de mon objectif, je change le point de vue, mais en laissant mon dos parallèle à mon objet. Ah, je comprends. Donc là, je descends mon objectif, mon appareil photo, ou je monte l'objectif, peu importe. Eh bien, ça me permet de viser beaucoup plus haut, tout en gardant mes colonnes parfaitement verticales. Sans qu'on ait ces fuyantes complètement déformées. En fait, et le deuxième chose qui est utile avec ces appareils photo, c'est la bascule. Et là, on va bien le voir, regardez. Vous avez, voilà, le dos de mon objectif, de mon appareil photo, pardon, qui fait une courbure. Il y a une très grosse amplitude en plus. Avec une très grosse amplitude. Et ça permet de gérer une profondeur de champ grâce à la loi de Shem-Flung, qui dit quoi? Regardez là, l'avant de mon objectif. La mise au point se fait parallèlement au dos de mon appareil photo, donc de mon capteur. Les deux sont parallèles. Donc, si je fais ma mise au point, mes trois lignes sont parallèles, et donc la mise au point se fait à cet endroit-là, et j'ai une profondeur de champ qui va être liée à mon diaphragme. D'accord. Mais uniquement dans un plan parallèle à mon dos. Alors là, ce que je cherche à photographier, c'est l'alignement de toutes les chaises. Exact. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait idéalement, puisque j'ai un plan qui est horizontal, mon capteur qui est légèrement en diagonale, eh bien, si je prends mes deux lignes, elles convergent à un endroit. Elles se coïncident. Et bien, si je me débrouille pour que l'avant de mon objectif fasse une ligne qui converge également vers ce point, je vais avoir la profondeur de champ de mon plan de chaise complet. C'est ça, jusqu'au bout. Bon, eh bien, nous voilà, chers amis, à l'analyse sur l'ordi avec Arnaud, toujours. Et on découvre, enfin moi je découvre un nouveau monde. Moi qui ai l'habitude surtout du plein format ou de la PSC, là on est carrément vraiment dans une autre dimension. On a à la fois un détail, une matière, des couleurs. C'est une révélation, franchement. Alors Arnaud, comment tu gères des fichiers pareils? Comment tu les développes? Qu'est-ce que tu fais avec ces fichiers de ce très beau GFX 100? Alors, vraiment, que ce soit le GFX ou que ce soit les autres boîtiers, en numérique, quand j'ai un nouveau boîtier, ma première préoccupation, avant le niveau de détail et tout ça, c'est comment il gère sa dynamique. Donc, pour faire court, comment je vais équilibrer la prise de vue avec mon histogramme? Est-ce que je vais le décaler à droite pour avoir un maximum de matière dans ma photo sans cramer les hautes lumières? Bien sûr. Pour après sous-développer ma photo pour éviter les montées de bruit. Tu veux dire Dès qu'on éclaircit une photo, on fait monter le bruit. Oui. Dès qu'on assombrit une photo, on est nickel. Donc, ma première règle, dès que j'ai un nouveau boîtier, quel qu'il soit, c'est toujours comment le boîtier se comporte vis-à-vis de la dynamique et vis-à-vis de ses hautes lumières, de ses basses lumières. D'accord. J'ai eu un Pentax 645Z. J'adorais la polyvalence qu'il offrait dans les basses lumières. C'est-à-dire que si tu la sous-exposais de 4 diaphragmes, tu récupérais avec le fameux onglet des ombres. Et il n'y avait aucun problème. Et pas de bruit. Voilà. Ce boîtier-là, par exemple, va être beaucoup moins tolérant. D'accord. Sa grande force, c'est ces millions de pixels. Ouais. Ils sont là, il n'y a pas de doute. Un niveau de détail, de subtilité dans les nuances, de couleurs, de détails, de matière, qui est vraiment présent. En revanche, les pixels sont forcément petits, très petits. On est à 3,75, je crois. Donc en 24-36, ça serait l'équivalent d'un boîtier autour de 60 millions de pixels. D'accord. Okay. Là, on est sur un capteur plus grand, plus de pixels, mais de la même taille. Donc, on a des basses lumières qui vont être un peu moins souples que sur 645Z, qui n'avait que
50 millions de pixels. Donc globalement, je te coupe, pardon, tu vas faire quelques essais en allant à la limite du cramé pour savoir jusqu'où il tolère ces hautes lumières, et même chose en basse lumière. Voilà. Comme l'image qui apparaît dans un viseur, c'est toujours une image JPEG qui est développée et pas le RAW, j'essaye de comprendre comment se comporte mon boîtier vis-à-vis des hautes lumières, jusqu'où je peux aller, vis-à-vis des basses lumières, jusqu'où je dois essayer de les remonter, pour pouvoir ensuite les développer, les faire venir sans que ça devienne une soupe de pixels. Donc de comprendre un petit peu la dynamique de mon capteur. Là, clairement, par rapport à l'image que j'ai en tête, l'image, elle est surexposée pour moi. J'aurais pu même la surexposer encore plus. On voit que le temps de pause, il était de plusieurs secondes, et à un moment, on s'arrête, quoi. Est-ce que tu peux la dézoomer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Voilà, là elle est complètement, pour moi elle est surexposée pour moi. Non mais c'est d'une beauté. Allez les amis, je vous dis ce que je ressens tout de suite directement. Les subtilités. Sur l'écran. Alors on a effectivement, quand on l'agrandit à 150% sur un tel fichier, on a à la fois le bois, les veines du bois, on a différentes matières qui ont été rajoutées les unes après les autres. Hein, les couches picturales, exactement. Voilà, des différentes couches, on voit très bien ça. Mais quand on met l'image comme ça, il y a un dégradé. On le voit très bien sur le bras. Je vous mettrai sur le film la photo si tu le permets. Oh, sans problème. Donc on voit ce dégradé où on a le visage qui est parfait, le premier œil absolument parfait, le deuxième qui commence à partir. Il commence à partir légèrement. Et c'est fait exprès. On le voit bien, tout à fait. Et après ce dégradé doux, mais toujours sensible, avec une progressivité incroyable sur le bras. C'est du grand art. Et là, pour moi, c'est la bonne surprise. Quand j'achète le boîtier, c'est même pas je le souhaite pas, on verra bien ce que ça va donner. Et là, quand je découvre cette progressivité, pour moi, là, ça permet de joindre l'utile et l'agréable. Là, c'est une photo plutôt à vocation technique pour les musées, monuments, c'est-à-dire pour suivre le vieillissement de l'œuvre, et éventuellement pour déjà voir sur la photo combien de couches picturales il y a. C'est ça qui est absolument dingue. On arrive à lire ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que même si, à mon avis, si on était à côté de la tête sur une estrade, je suis sûr qu'il y a des détails qu'on n'aurait qu'avec une loupe. Tellement c'est d'une finesse incroyable. On vous le répète, on était environ à 6 ou 7 mètres, ou 500 mm, donc je suis ébahi, je n'ai jamais vu ça sur d'autres images, d'autres boîtiers, franchement, jamais. Ah bon, moi c'est pareil, j'ai eu la chance d'avoir des très beaux boîtiers, puisque souvent mes commandes, c'est les grottes ornées, ça va être des musées, donc forcément je suis très sensible à ce genre de fichiers, et là c'est un espèce de Graal que j'ai atteint avec ce boîtier-là, quoi. Alors mon écran, c'est un écran BenQ, il n'est pas calibré, hein, pourtant j'ai le pape de la calibration à mes côtés. Enfin, ça va, ça à peu près... les gris sont gris. Bon, les gris sont gris. Donc là, c'est de la matière première. Moi, la photo telle que je l'ai en tête. Voilà. Et alors, comment tu développes ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Franchement, moi, j'ai tout tellement belle. Si c'est pour un musée, je pourrais laisser comme ça, en jouant peut-être un peu sur les contrastes. Si c'est pour un musée où ils doivent... c'est une photo absolument technique, mais moi, c'est aussi une photo artistique. Et telle que je vois la photo dans ma tête, c'est plutôt légèrement, vous allez voir, diminuer. Là, vous voyez, j'ai pas de surexposition. Non. Donc, je peux y aller. Donc, je vais quand même, malgré tout, diminuer un peu l'exposition de ma photo. Quand même, malgré cela. Malgré ça. Pourquoi ? Parce que je vais faire venir, pour ressortir justement les très beaux contrastes qui commencent à monter en faisant ça, je vais monter les blancs cette fois-ci. C'est un peu contre-intuitif, mais là, on peut y aller, puisque la photo n'est pas du tout cramée. D'accord. Ah oui, ah oui. Et toi ? Déjà, on a plus de couleurs, plus de nuances. Je vais refaire une espèce de contraste sans passer par une courbe de contraste. D'accord, oui. Qui a tendance un petit peu à tasser la dynamique. D'accord. Voilà, tu as vu un peu les subtilités. Attends, je sais pas comment on peut... T'appuies un coup. Ah, bah, vas-y, j'ai pas l'habitude. Tout simple. Tout simple. Voilà. Et donc on voit la progressivité, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce moyen format-là, du très très net au flou, c'est très doux, et il n'y a pas comme des fois quand on photographie quelqu'un de profil le long d'un mur. On voit souvent que le crépi est extrêmement flou derrière et devant, et puis d'un seul coup il y a une bande. Mais il y a un côté on-off que je trouve pas toujours gracieux. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de progressivité. Une continuité parfaite. On a à la fois ce que j'adore, la précision, le détail et la douceur. Et la douceur. Je voudrais que tu nous montres la photo de la Lune, parce que alors ça m'a scotché aussi. Ah vas-y, je te laisse la choisir. Je sais plus où elle est.
hop, voilà. Donc voilà. pas très contrasté. Donc voilà. Là, donc ça c'est... Donc là je suis au 500 mm avec le multiplicateur 1.4 de Fuji. Et j'ai développé la photo, on a commencé à la développer une première fois avec... Donc voilà ce que ça donne la photo à l'origine, brute, donc avec cette couleur bleutée caractéristique des débuts du jour. Et une fois traité, on arrive à ça. Donc là, on peut même renforcer encore un peu les blancs comme on l'a fait. Et on arrive à quelque chose. Alors, ce n'est qu'une photo de lune, hein, bien sûr, mais alors... Le long du Terminator, là, regardez le niveau de détail qui est normalement accessible qu'avec un instrument astronomique, une lunette ou un télescope. Et bien là, on peut obtenir déjà un niveau de détail incroyable avec 700 mm de focale, mais surtout les fameux 100 millions du boîtier. Oui, donc là, tu as rajouté le multiplicateur 1.4, qui visiblement ne contrarie absolument pas la qualité du... À peine, c'est la première fois que je vois ça. Moi, tous les multiplicateurs que j'ai toujours utilisés, bon, bah, on accepte parce que de toute façon, il n'y a pas de focale plus longue. Mais et les 2 fois, laisse tomber. Les 2 fois, moi, je n'en achète jamais tellement pour moi, la perte de qualité est trop forte. Là, c'est à peine. Et là, j'insiste, pas de monture équatoriale qui compense. J'ai fait la photo autour de 160e de seconde. J'ai fermé légèrement mon diaphragme à f10 parce qu'il y a multiplicateur, 700 mm. Je suis à 160 ISO. J'ai monté un petit peu la sensibilité pour pouvoir avoir un temps de pause pas trop long. Parce que à 700 mm, la Terre se détournant, eh bien, il faut quand même aller assez vite pour éviter que la Lune fasse un flou de bouger. Voilà. Tout simplement. Et là, j'ai un bon compromis. Le bruit qui monte un petit peu, je vais le descendre comment grâce à l'outil d'intelligence artificielle de Lightroom. Et puis rouler. On voulait revenir un peu sur la première photo de forêt pour montrer là l'intérêt, voilà, sur cette photo-là. Pourquoi? Donc là, onglet développement, à ou double clic. Oui, c'est pareil, tu peux faire. Voilà. Là, tu es tout de suite à 150%, elle va se charger. Alors, bien sûr, les images font un certain poids. Hein. Donc, on voit une très grande netteté là sur la partie de la photo. Alors, on va montrer déjà la photo. De toute façon, je le montrerai ensuite au montage. Mais voilà, on a. Moi, je voulais absolument que tout soit net parce que vous voyez, tout était un peu dans une espèce de plan là, entre le sommet de l'arbre et puis devant moi. Il y avait une espèce de continuité puisque j'étais dans une pente. D'accord. Et je me suis dit, si jamais je veux faire ma mise au point sur la mousse là, bah forcément mon arbre va être flou et inversement. Et je me suis dit, bah, je vais en profiter pour utiliser la fameuse bascule de mon objectif à décentrement. Là, j'utilise le 30 TSE et je vais utiliser sur cette photo uniquement la bascule. Un peu comme tout à l'heure avec le Christ, je vais diminuer un peu l'ambiance, donc là, beaucoup moins de saturation. Et pour faire ressortir les feuilles, parce qu'on voit bien, là, il y a des feuilles qui demandent qui sont un petit peu plus brillantes. Et donc, je vais accentuer cet effet-là en jouant sur les blancs, et c'est plus la même photo. Je fais ressortir davantage la mousse très claire par rapport à des mousses moyennes. Il y avait des petites touches de lumière qui venaient du ciel, qui éclairaient davantage certaines feuilles, et c'est ça que je vais faire ressortir. Cette ambiance de sous-bois. De sous-bois. Et si je continue à remonter, et bien ça continue à être net, et ça continue. Et pourtant, je suis à F8, je crois, F9. Vous voyez, j'ai même pas fermé à F16 ou F22 ou F32. Vous voyez, le tronc d'arbre est toujours net, et j'ai des feuilles. Et ça, c'est la bascule qui permet ça. Alors là, c'est un décentrement vers le haut. Je veux garder des lignes droites le plus droit possible. Donc là, il y a des fois, vous voyez, on peut se faire avoir au niveau de la prise de vue par le viseur. Et vous voyez, selon les lignes, là, on a l'impression que sur la gauche, je suis bien le bord de ma photo, mais pas à droite. Et ça peut soit être un problème de convergence, soit tout simplement, on découvre dans les villages, tout n'est pas parfaitement... c'est pas des maisons modernes. Les vieilles maisons, des fois, étaient légèrement penchées. Et là, donc, j'ai un décentrement très marqué vers le haut. Et voilà. Et c'est parfait. Wow. Le détail qu'il n'y a pas, là, franchement... Sur les pierres, voilà. Et pourtant, là, j'ai fortement décentré, donc tout le monde... Ceux qui utilisent ce genre d'objectif savent qu'on a forcément une perte dans les bords de la photo quand on décentre beaucoup. Et là, non. Alors, autre exemple. Voilà, la gestion de profondeur de champ. Moi, j'ai fait la mise au point sur la main. D'accord. Alors là, je suis très de profil. D'accord. Et je suis au 250 mm, donc l'équivalent d'un 200 mm. Donc 250 mm, ça commence à compresser un petit peu les plans. Et là, j'ai fait ma mise au point sur la main. Donc là, il faudrait se remettre... Mettons en développement, à l'onglet développement, voilà. Voilà, moi j'adore. On ne voyait rien du tout à l'œil nu pratiquement. Le temps de pause, là, je ne sais plus de combien de secondes il est. 4 secondes. 4 secondes de pause, donc autant dire que là, et je suis à 5,6, donc je suis relativement ouvert, à 80 ISO, donc là c'est vraiment très sombre. Tu es à pleine ouverture là?
je sais plus s'il est à... Non, il est à 4. Le 250, il ouvre à 4. Donc je ferme d'un cran pour justement avoir un peu de profondeur de champ. Et voilà, on a un niveau... Tu as constaté un niveau de qualité des objectifs comparable à ce que tu avais au préalable, meilleur, moins bon J'ai envie de dire... alors, chez Fuji, pour moi, il y a les anciens objectifs et les tout récents. Le 30 à décentrement est extrêmement récent. Le 500 est très très récent. Le 250 est très récent. Là, au niveau micro-contraste, chez Leica, c'était encore un petit peu plus fin, encore plus naturel. Mais micro-contraste, c'est-à-dire qu'au niveau détail, pour moi, les derniers objectifs Fuji sont largement du niveau, mais largement. C'est tout à fait... Leica, il y a encore une espèce de savoir-faire au niveau du micro-contraste, mais on peut aller le récupérer avec une accentuation très fine. Il y avait quelque chose de... Moi, en tout cas, je regrette pas du tout. J'ai adoré. J'ai adoré mon matériel Leica. Je trouvais que les optiques étaient somptueuses. Franchement, les optiques Fuji récentes, et j'ai d'autres optiques un peu plus anciennes, comme le 80, ça reste très très bon, vraiment très très bon. Moi, honnêtement, j'ai quand même l'habitude de voir un peu tes images. Cette impression... J'arrive pas à double-cliquer. Regarde, non, il faut pas... Ah, c'est un clic. Je faisais double-clic, moi. Il n'aime pas le touchpad. Je ne suis pas habitué. Ah, non, mais ça, qu'est-ce que c'est beau. Je disais, moi j'ai quand même un peu l'habitude de voir tes images, et honnêtement, ce rendu, moi je l'adore en full, hein, celle-ci, on va d'ailleurs la mettre en full. Honnêtement, on rentre dans l'image, mais alors avec une facilité, on plonge au cœur de l'image, et on a quelque chose où j'ai un peu l'impression d'avoir ma vision. Quand je regarde, je me focalise sur un point, en l'occurrence, ça c'est ce que tu nous proposes, c'est ta vision de cette image, on se focalise sur ce point-là, et quelque part, si j'étais en train de voir cette statue dans ce lieu, j'ai l'impression d'avoir la même sensation que si j'y étais. Ah oui, oui. C'est vraiment ça. On espère tous du nouveau boîtier. Oui, j'en attendais pas tant. Oui. Et j'aurais été heureux avec moins. Là, pour moi, je suis bouche bée, j'adore, je suis content. Et j'ai eu une commande cette semaine, et mes clients sont super contents. Et ils ont vu la même chose que moi. Ouais, c'est ça. Non, mais je crois que tout le monde... Ils ont vu la même chose que moi. Et ils sont contents. Ils savent que j'ai investi dans un nouveau boîtier, et ils sont reconnaissants, parce qu'ils se disent, bon, voilà, on sait pourquoi on l'a choisi, et puis vraiment, il n'y a pas de doute. Souvent, les scientifiques viennent avec leurs appareils photo. Là, ils se disent, bon, voilà, on prend un pro qui a ce matériel-là, et on sait pourquoi. Sur les tons chers, les portraits, les choses comme ça, tu as eu l'occasion? Moi, j'ai trouvé ça très beau. Quels que soient les tons, et une véracité que je trouve vraiment surprenante, presque aussi belle que mon boîtier préféré aux couleurs, le Hasselblad X2D. Il y a un 100 millions, et il y a eu un traitement de la couleur chez Hasselblad que je trouve au-dessus du lot. Là, depuis que j'ai le Fuji, moi, je trouve que c'est extrêmement proche du Hasselblad. Et comme on disait aussi, qui a quand même la référence. Je veux dire, pour moi, Hasselblad, oui. J'ai vraiment fait des tests en studio avec plusieurs boîtiers, avec du calibrage et autres. J'ai atteint un niveau de correspondance entre ce qu'on voyait à l'écran, sur un écran ISO de la gamme ColorEdge, avec son intégré, donc le gratin d'aujourd'hui. L'Hasselblad mettait vraiment tout le monde d'accord. Et là, depuis que j'ai le Fuji, quand j'étais dans la grotte, là, que j'ai vu j'ai été pendant plus de 2 heures devant le panneau, je rentrais à la maison, pour moi c'était fidèle. En gamme optique, qu'est-ce que tu conseillerais aux passionnés qui se disent, je veux avoir quand même quelque chose qui change de tous mes boîtiers 24-36, la focale indispensable avec ce boîtier-là? Alors, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir dans mon sac le très grand angle, le 20-35. Il fonctionne super bien avec les 100 millions. J'ai le 30 à décentrement, magnifique. J'ai essayé, mais je ne l'ai pas, le 55 récent. Oui. Qui ouvre super bon, un 7, mais incroyable. Ah oui. Incroyable, dès la pleine ouverture. Ça peut être une très bonne base. Et en plus, il fonctionne très vite. L'autofocus est super réactif. Le 80, qui est plus ancien, bon, là, il marque un petit peu le point, l'autofocus, mais il y a un mode boost dans le boîtier qui va quand même donner le sentiment qu'on a quelque chose de réactif, qu'on n'est pas en moyen format. Je connais des 24-36, dont mon précédent, qui étaient largement aussi lents ou aussi rapides. D'accord. Après, ils ont un 110 ouvert à 2, qui a des bokeh splendides pour faire des portraits, qui marchent très 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 bien. En fait, je ne sais pas s'il y a des choses à jeter dans la gamme Fuji, et j'en ai testé beaucoup, même des zooms.
Alors là, j'ai essayé, j'ai un ami qui vient d'acheter un 35-70, très bon. J'ai essayé un 45-100, mais même pas très bon, presque excellent. Presque excellent. Bon. Et le 45-100 sur le 100 millions comparé à Leica avec des optiques à peau, des trucs à 5000 balles. Là, on parle d'optique qui coûte 2005. Ouais, d'accord. Certes, le boîtier n'est pas donné, et comme on le disait ce matin dans l'église, le capteur, il existe dans un boîtier nettement moins cher, le 100 S2 qui a exactement le même capteur, un peu moins véloce, un peu moins performant en vidéo, et puis des raffinements sur le boîtier un petit peu moindre, mais le même capteur. Là, on est à 5007. Ah ouais. Et donc, à 5007, avec une optique 45-100 pour celui qui voudrait faire un peu de paysage, choses comme ça, là, on est dans un budget qui va être à 8000 €, le prix d'un Z8 ou d'un Z9, je sais plus. Oui, non, c'est un peu plus, un peu moins cher. 2000 balles de plus qu'un Z9, ouais. Là, vous avez quelque chose qui est dans un autre monde. Z9 nul. Si tu rajoutes un 24-70 de 8 qui est à 2600 balles, voilà, tu as le même budget. Et on est dans un autre monde. Donc, le conseil, c'est choisissez l'optique qui correspond à votre pratique. À vos besoins, à vos pratiques. Moi, je pense qu'un 50-1.7... 55-1.7 qui doit être dans un prix encore... 2005-2006. Voilà, c'est ça. C'est une focale qui va faire l'équivalent d'un 40 5. 45 43, 45, ouais, dans ces eaux-là. 45. Légèrement grand angle. Voilà, donc une focale, on va dire un peu passe-partout, je sais pas, mais en tout cas qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est quand même plus facile à utiliser. Et puis pour le passionné, moi je pense qu'il y a le 30 à décentrement. Voilà. Ce que je viens de voir, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, le 500 me tenterait aussi beaucoup. Ce que je te propose, on va prendre 5 minutes, on va prendre un vélo et on va regarder en niveau autofocus. Autofocus, avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, allez, c'est parti. Allez, on va faire cette première prise de vue. Vas-y Arnaud. Pas mal, hein? Il réagit? Alors, il a un petit peu de mal à accrocher au départ. Ouais, on dirait. Vois, il faut qu'il pompe un tout petit poil. Ouais. Mais alors, une fois qu'il taille, Ah ouais? Allez, on se la refait. On se la refait? Allez, on se la refait. Il est bien, mon vélo? Oh, c'est rigolo, c'est rigolo. Wouhou! Alors, une fois qu'il a reconnu la silhouette, c'est pas mal du tout. Il y a un buffer qui a l'air assez profond quand même. Donc voilà, là il retrouve voilà, il retrouve l'œil. Ah. Oh mais c'est rigolo! Je vais m'amuser avec ça. Mais c'est un truc de fou. Par contre, revenons un peu de sérieux, cher Padawan. Il accroche très bien. De dos, il ne reconnaît pas comme les derniers Canon, mais juste les tout derniers, il ne reconnaît pas la tête de dos, il reconnaît la silhouette, ce qui est déjà pas mal du tout. Et dès que tu passes face à moi, il accroche tout de suite la figure, les yeux. Ça, c'est très bien. Il suit très bien à une cadence, honnêtement, pour un moyen format, on est effectivement à 8 images secondes, c'est super. La grosse différence par rapport au Z8 ou au Z9, c'est qu'en fait, arrivé à 4-5 mètres du sujet, là, il commence à perdre et il n'a plus tout à fait assez de vitesse pour faire bouger les lentilles. Allez, après ces quelques petits moments d'enthousiasme que l'on a passé à essayer ce GF 500 sur ce GFX 102, on s'aperçoit, ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est-à-dire qu'il lui faut un certain temps, je dirais 4 ou 5 images, voilà, pour arriver à reconnaître la silhouette et mettre au point de dos. Mais ça réagit plutôt bien et vous allez voir que le suivi, même de dos, il est tout à fait correct, on n'a pas de problème particulier, y compris sur une cadence assez élevée de 8 images secondes. On n'oublie pas qu'on est avec un 500 mm, hein, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément très facile à faire et pour l'instant il n'y avait aucun moyen format qui était capable de le faire. Donc Arnaud se retourne et se met donc face à moi. Alors la première chose que l'on constate, c'est bien sûr cette formidable progressivité, cette douceur dans les transitions entre le plan de netteté qui est sur le personnage au premier plan et ensuite ça dérive tout doucement, gentiment jusqu'à un bokeh très harmonieux, crémeux, flou, juste à souhait. Enfin bref, c'est très beau et bien sûr Arnaud est complètement net et très beau aussi. Non pas Arnaud, hein, je disais
optimiser la précision de l'image, la définition, parce qu'il va avoir les chevilles qui vont un petit peu enfler, ce cher Arnaud. Donc là, c'est très très bien. Et puis, on continue, et le suivi est bon. 8 images secondes, vous voyez, il avance relativement vite. Bon, il n'était pas à fond, hein, parce que c'est un très très bon cycliste. Donc là, on est vraiment très 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 bien, jusqu'à assez près, jusqu'à... Alors, pas tout à fait la limite, voilà, je pense que là, on est... oui, c'est ça, là, on est bien. Et après, la suivante, voilà, on est décalé un petit peu. Alors, la limite de mise au point de cet objectif, c'est 2,75 m. Là, j'en suis loin, hein, je suis plutôt aux alentours de 5 mètres, 6 mètres à peu près. Et là, il y a des allers-retours, donc celle-ci n'est pas bonne. La suivante, c'est limite. Là, vous voyez, on a une mise au point qui se fait un petit peu en arrière. On n'est plus tout à fait sur les yeux, on est en arrière. Et plus on se rapproche, alors celle-ci serait presque acceptable. Vous voyez, il recommence à accrocher un petit peu. Là, on recommence à avoir ce décalage vers l'arrière. Là, c'est bon, là, c'est plus bon. Enfin, puis à partir d'une certaine distance, où là, on est quand même plus près, on se rapproche de la limite de mise au point de l'objectif, et là, ça reste flou tout le long. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour un moyen format, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. On a une mise au point qui suit. Je serais même curieux d'essayer de faire un vrai reportage sportif, peut-être avec le 500, ou pourquoi pas avec un objectif un petit peu moins long, pour savoir un peu si on arrive à avoir des suivis sportifs intéressants. Mais on peut déjà faire un reportage sur des cibles qui ne vont pas aller trop vite, et avec toujours cette qualité de bokeh et de fondu, d'autant qu'on peut recroper dans l'image. Vous voyez, on a quand même une belle composition, et puis alors vraiment, c'est très 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 beau à l'écran. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'AF en mouvement. Alors, c'est pas un test exhaustif. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, si vous voulez que je creuse un peu la question sur ce GFX 102. Et puis, on pourra peut-être faire un petit peu plus d'essais, plus précis, dans différents domaines. Bon Arnaud, il est temps de conclure pas ce test, on va dire plutôt un compte rendu, une prise en main, un compte rendu un peu des premières expériences, avec peut-être d'autres images à faire et d'autres films à réaliser, parce que je crois que le boîtier le mérite. Alors, je crois que pour l'instant, tu es quand même ravi de cette acquisition. Ah bah oui, c'est vraiment même... J'en attendais beaucoup, forcément, puisque je savais que j'achetais un très très beau boîtier sur le papier, et... les fichiers me stupéfaient à chaque fois, en astronomie, en architecture, et aujourd'hui, grâce à toi, on a pu expérimenter d'autres champs que j'avais jamais expérimenté. Le bouton Movie, je connaissais pas. Donc là, j'ai vu qu'il pouvait faire de la vidéo, et tu m'as dit que c'est déjà très très sympathique pour un moyen format. Donc je suis absolument ravi de ce boîtier, c'est incroyable. Ah oui, moi je suis très très surpris, parce que d'abord la qualité d'image elle est superlative, mais il faut vraiment voir ça sur un bel écran, un grand écran, et vous allez voir que c'est au-delà de ce que l'on peut voir en 24-36, tout boîtier confondu, toute marque confondue. Là, il n'y a aucun problème. Et la vidéo, le peu que j'ai fait, parce que c'était vraiment très très rapide, on y reviendra, c'est une image cinéma. Il y a un menu pour rajouter des optiques cinéma, y compris des optiques anamorphiques. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Je suis persuadé qu'on va pouvoir faire de très grandes choses avec ce boîtier. Et puis, alors moi, ce qui m'a aussi vraiment beaucoup surpris, c'est la taille, parce que si on enlève l'optique, en fait, on n'est pas très loin d'un boîtier d'un Z8, hein, grosso modo, si on les met côte à côte, hein, franchement, bon voilà, ça reste quand même très très raisonnable en taille, en poids, en encombrement. Alors certes, là, l'optique à décentrement, oui, elle est très très grosse, mais franchement, à part ça, le boîtier en lui-même, il est vraiment extrêmement raisonnable. Et alors, ce 500 mm qui ouvre à 5.6. 5.6, c'est le poids de mon 70-200 2.8. Et le même encombrement. C'est d'une légèreté, d'une qualité, un bokeh à tomber. Bon les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce film un petit peu différent, avec mon ami Arnaud Frisch qui a bien voulu se prêter au jeu, vous a plu. Avec plaisir, vraiment. Et j'espère vous revoir très vite, bien sûr, sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao, bye. Merci beaucoup.